Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans Essentiel au cœur de cette semaine spéciale que nous avons démarrée sur RCJ ce matin, une semaine spéciale consacrée aux 80 ans de soulèvement du ghetto de Varsovie. Et Rudy Sada et ses invités y reviendront dans une heure, mais c'est également évidemment à partir de ce soir Yom HaShoah et nous allons en parler autour de cet ouvrage sous votre direction. Laurent Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, historien, un ouvrage absolument incroyable, une somme d'informations. La France et la Shoah, Vichy, l'occupant, les victimes, l'opinion. Ça vient de paraître aux éditions Kalman-Lévy. Et à mes côtés, Gérard Ringer. Bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, Gérard, ancien directeur général de RMC, ancien administrateur de l'INA, également administrateur de Métrobus. Et vous avez publié Histoire du Second Empire. C'était aux éditions Perrin il y a quelques années. Et vous êtes notre consultant histoire sur RCJ. Et tout comme moi, je sais que vous avez lu avec énormément d'attention cette somme d'informations. Pas seulement d'attention, mais d'intérêt. D'intérêt. De l'attention, de l'intérêt, de l'émotion, parce que des ouvrages d'historiens déclenchent aussi de l'émotion. C'est ce qui fait à chaque fois votre force. Laurent Joly, il y avait eu le précédent ouvrage, on en parlait hors antenne, sur le Veldiv. Je vous avais reçu à l'occasion de cette parution et je disais que parfois il y a les ouvrages d'historiens extrêmement froids, parfois il y a les témoignages de victimes, évidemment, toujours dans l'émotion, mais qui parfois ne donnent pas les repères historiques dont on peut avoir besoin. Avec vous, il y a tout. Et il y a cet ouvrage, donc, absolument complet pour qui s'intéresse à cette période. D'abord, pourquoi avoir voulu réunir tous ces historiens ? Est-ce que c'était des travaux qui existaient déjà ou qui ont été écrits finalement spécialement pour l'occasion ? Il y a les deux, un petit peu. Merci d'abord pour votre invitation et pour ces mots sur notre livre. D'abord, il y a une historiographie qui s'est beaucoup renouvelée sur Vichy et la Shoah en France, mais aussi à l'étranger. Et il y a des travaux de chercheurs allemands, anglo-saxons, qui sont pas traduits en français, des livres, plusieurs livres fondamentaux. Et on s'était dit il y a plusieurs années, parce qu'il y a d'abord eu un dossier dans la revue d'histoire de la Shoah, et on a traduit pour la première fois en français un certain nombre de chercheurs, comme Michael Mayer, comme Wolfgang Seibel, comme Daniel Lee, des chercheurs très importants qui ont publié des livres, des thèses très importantes qui n'étaient pas accessibles en français. Et on s'est dit qu'il fallait en faire un livre. Et donc on a développé tout ça et on a demandé à des chercheurs et des chercheuses qui sont en train de faire des travaux. Donc il y a à la fois dans ce livre des synthèses sur des points fondamentaux, sur la Shoah en France, sur l'opinion, mais aussi des travaux plus pointus qui sont des recherches en cours sur une nouvelle approche de la Shoah en France, plus micro-historique. On va essayer de voir comment ça se passe dans un ministère, comment ça se passe dans les prisons, comment ça se passe avec les rapports sur l'opinion, mais au niveau vraiment très, très, très basique, très concret. Donc ce livre, c'est tout ça. Alors, Gérard Ringer, on va parler de manière générale de ce livre, et puis on va rentrer après, évidemment, avec Laurent Joly et vous dans certains de ces articles. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu principalement de ce livre et de ces travaux d'historiens ? Il y a d'abord des choses que j'ai apprises, que j'ignorais, notamment sur, par exemple, les différentes appréciations des autorités allemandes sur la nécessité ou pas de s'en prendre aux Juifs. Toutes les autorités étaient antisémites, mais on voit qu'il y avait des divergences entre elles. En ce qui concerne l'opinion publique, par exemple, elle était plus favorable aux Juifs en zone occupée qu'en zone non occupée jusqu'en 1942. Et ça m'a frappé parce que j'ignorais ce point. Il y a plein d'articles sur lesquels on apprend des choses, même quand on croit connaître tout ce qui s'est passé. Et je trouve la quasi-totalité des articles intéressants, même si j'en retiens peut-être 2 ou 3 davantage, notamment celui sur Laval, qui montre bien l'opportunisme du personnage, et celui de René Posnanski sur l'état de l'opinion, qui montre bien les divergences qu'il peut y avoir dans l'opinion sur les Juifs. Donc un ouvrage absolument passionnant qui globalement montre bien ce qui s'est passé entre 1940 et 1944.
avec effectivement une progression dans le livre aussi. Alors, on essaye toujours de se dire dans cette émission qu'il y a des plus jeunes qui nous écoutent et qui, j'espère, vont écouter. Dans votre introduction, Laurent Joly, de cet ouvrage, vous commencez par les chiffres, vous rappelez les chiffres. Entre 1942 et 1944, 74 150 hommes, femmes et enfants juifs ont été déportés de France vers les camps nazis d'extermination. Seuls 4 000 parmi eux, soit 5%, sont revenus. La plupart avaient été arrêtés par des policiers ou des gendarmes français aux ordres du régime collaborateur de Vichy. Je voulais qu'on dise un mot sur l'immédiat après-guerre, parce que vous en parlez dans l'introduction, et puis vous citez, il est cité un petit peu plus tard, Sartre, dans la réflexion sur la question juive et sur l'immédiat après-guerre. Vous dites, ce bilan n'est pas encore connu, il sera établi puis affiné par Serge Klarsfeld après 1978. Et Sartre, dans Réflexion sur la question juive, rappelle que, eh bien, effectivement, juste dans l'immédiat après-guerre, je vais essayer, parce qu'on ne cite pas Sartre de mémoire, hein, ce serait dommage de ne pas être exactement dans ce qu'il dit. Il disait la France entière se réjouit ou fraternise dans les rues, les luttes sociales semblent provisoirement oubliées, les journaux consacrent des colonnes entières aux prisonniers de guerre ou déportés. Va-t-on parler des Juifs? Va-t-on saluer le retour parmi nous des rescapés? Va-t-on donner une pensée à ceux qui sont morts dans les chambres à gaz de Lublin? Pas un mot, pas une ligne dans les quotidiens, c'est qu'il ne faut pas irriter les antisémites. Plus que jamais, la France a besoin d'union, etc., etc. On est en octobre 1944. Ça veut dire qu'en octobre 1944, on savait que certains commençaient à parler, mais que la France, en tout cas les dirigeants, ensuite, ont choisi une autre voie pour raconter ce qui s'était passé. Alors l'après-guerre, c'est un sujet difficile qui est pas au cœur du livre, mais qui est presque un point de départ. C'est-à-dire qu'effectivement, au sortir de la guerre, il y a la conscience qu'il est arrivé quelque chose aux Juifs, mais cette conscience est encore, quand je dis qu'il est arrivé quelque chose aux Juifs, de particulier. Mais c'est une conscience qui va cheminer très lentement, et le point de départ est quand même une forme de déni dans l'opinion. Et quand on voit l'article notamment d'Isabelle Bacouche, de Sarah Jean Burger et d'Éric Le Bourris sur la question des appartements, qui est quand même un enjeu fondamental. Et on voit que les rescapés, ceux qui reviennent parce qu'ils se sont cachés, qui reviennent dans leurs appartements, ils sont très mal reçus. Voilà, il y a une tension au sortir de la guerre, une tension du logement, une tension sociale, qui fait que l'antisémitisme reste fort et que quand les Juifs reviennent, certains voisins se disent « Ah bon, vous êtes revenus !» Finalement, vous êtes revenus. Finalement, vous êtes revenus. Et donc, il y a une hostilité. C'est indéniable. Donc, ce chemin, cette prise de conscience va être longue, mais on voit que dès les premiers procès, dès le procès du maréchal Pétain en 1945, les avocats du maréchal Pétain ont compris qu'il y a peut-être une carte à jouer en termes d'arguments mensongers. On a conscience que malgré tout, la majorité des Juifs ont survécu. Et donc, il va y avoir cette espèce d'arguments fallacieux. On a encore eu les derniers échos avec Éric Zemmour, parce que c'est une vieille justification pétainiste, de dire « Ah ben si la majorité des Juifs ont survécu, c'est grâce au gouvernement de Vichy ». Donc ce livre, il est aussi une réponse scientifique à ce mensonge-là. Il faut revenir toujours sur ce sujet-là. Et je voudrais revenir sur les 2 points que vous avez évoqués, monsieur, parce qu'ils sont fondamentaux. Vous avez vraiment perçu les 2 points, 2 des apports vraiment de ce livre. C'est d'abord la question de la politique allemande. Il faut évidemment partir, c'est le point de départ, de la politique allemande, sans défaite, sans occupation. Il n'y a pas de génocide des Juifs en France, c'est une évidence. Il n'y a pas Vichy, il n'y a pas Mais de il génocide. fallait comprendre, parce qu'on a parfois tendance à avoir des explications un peu simplistes sur pourquoi autant de Juifs ont survécu. En France, c'est vrai, plus de 200 000 Juifs ont survécu. Il faut d'abord revenir à la stratégie allemande. Et on se rend compte que les Allemands, ces différents acteurs, qui sont certes tous antisémites, vous l'avez rappelé, mais qui ne sont pas tous exterminationnistes au départ, et qui surtout ont des stratégies différentes en France. Vous avez l'administration militaire, vous avez l'ambassade, donc les représentants diplomatiques, c'est très important. et vous avez la Gestapo. Oui, ça revient souvent, l'ambassade, dans les travaux des historiens, et c'est quelque chose, effectivement, qu'on n'avait pas l'habitude d'évoquer. Qu'on n'avait pas l'habitude d'évoquer. Donc l'ambassade, eux, ils sont sur une ligne à la fois hitlérienne, et en même temps, il faut essayer d'avoir l'opinion publique avec nous. Les militaires, eux, ils sont vraiment axés sur la question de la sécurité, c'est ça qui doit primer. Et la Gestapo, c'est un peu et les représentants des affaires juives, eux, ils sont là, l'incarnation vraiment de la dimension purement idéologique. Il y a une solution finale, il faut essayer de la mettre en œuvre dans ce contexte-là. Et donc, ces différentes stratégies expliquent pourquoi
in fine, la solution finale n'a pas pu être mise en œuvre complètement en France, parce qu'il va y avoir toujours des arbitrages jusqu'en juin 1944, quand le général Auberg, donc le représentant d'Himmler en France, dit maintenant j'aimerais bien arrêter des juifs, il y en a encore plein à Paris, parce qu'il y a encore plein de juifs à Paris, des dizaines de milliers, c'est une spécificité en Europe. Au plus haut niveau, on lui dit non, il faut qu'on attende qu'on ait gagné la guerre. Et une fois qu'on aura gagné la guerre, on finira la solution finale en France. Mais l'objectif, c'est la traque contre la résistance, c'est le maintien de l'ordre, c'est que la population ne bouge pas trop. Voilà. Donc on voit que ça pèse et il fallait partir de ça. Et Michael Mayer nous a fait là, qui est un historien allemand, qui a fait un livre très important, qui n'est pas traduit en français, qui est juste en allemand, sur la politique allemande en France occupée vis-à-vis des Juifs. Il nous fait là une synthèse magistrale qui ouvre le livre. Autre point qu'on connaissait déjà bien, mais que 2 chapitres de ce livre affinent, vous l'avez bien perçu, c'est la question de l'opinion publique. Où là, on voit, et ça c'est pour moi, ça a été une découverte en lisant et l'article de René Poznanski et l'article d'Alexandre Doulu, c'est de voir qu'en fait, au début, l'opinion publique en zone libre est pas sensible au sort des Juifs, pour différentes raisons. D'abord parce qu'on ne voit pas ce qui se passe en zone occupée. Et en zone occupée, ça René Poznanski le montre bien. Dès le départ, il y a plutôt une sympathie pour les Juifs parce que c'est des mesures allemandes, c'est des brimades, c'est l'affiche jaune sur les magasins. C'est des choses qui paraissent vexatoires, excessives. Et puis évidemment, l'étoile jaune qui arrive en juin 1942, où là, l'opinion publique n'adhère pas à tout ça. Donc l'opinion publique, si vous voulez, est déjà préparée pour être choquée par les rafles. Mais au départ, les rafles, ça choque pas. Et ce que j'ai découvert grâce aux travaux de Poznanski et d'Alexandre Doulu, qui a vraiment fait une recherche très nouvelle, c'est qu'il va falloir attendre les premières protestations des évêques, fin août 1942, pour aiguillonner la population, qui au départ voit qu'il y a eu des rafles en zone occupée, qu'il y a des juifs qui arrivent en zone libre, on se dit mince, on va être envahi. Donc on voit que l'opinion publique va bouger parce qu'elle va aussi être un petit peu titillée par les déclarations des évêques qui vont vraiment faire comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé à Paris en juillet 1942. Donc vous voyez qu'on a une vision plus fine de cette question fondamentale de l'opinion publique et de son basculement. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait que René Poznanski distingue bien la survie des Juifs du sauvetage des Juifs. Jacques Semelin aussi dans la préconclusion. Le rôle des justes n'est pas minimisé, mais il ne faut pas non plus tomber dans un travers qui consiste à dire les Juifs ont été sauvés largement en France grâce aux justes. Oui, ils ont participé, mais il y a bien d'autres facteurs qui a aidé les Juifs, essentiellement français de longue date, à s'en sortir, à se cacher, à s'organiser, à résister. Dans certains cas, ça, la résistance juive n'est pas évoquée dans le livre, mais elle a existé. Et donc là, on a affaire à une remise en perspective de cette notion de survie dont le sauvetage fait partie, mais qui n'est qu'une partie. Absolument, c'est un des paramètres qui, au bout du compte, si on rattache la question du sauvetage à la question du rôle de l'opinion publique, le rôle de l'opinion publique est fondamental. Serge Klarsfeld l'avait déjà montré. Et dans Vichy-Auschwitz, il est fondamental parce que c'est la prise en compte du facteur de l'opinion publique par les décideurs qui va ralentir. Un effet fondamental sur le bilan de la solution finale. C'est évident que l'occupant a considéré qu'à partir du moment où le pari de Vichy, parce que le pari de Vichy, c'était quoi ? Le pari de Vichy, c'était on va donner aux Allemands le nombre de Juifs étrangers qu'ils veulent, et ça, ce sera accepté par l'opinion publique. Ça, c'est le pari de Vichy. Et en plus, l'Allemagne va gagner la guerre. Donc, in fine, tous les Juifs seront déportés. Voilà. Ces 2 points-là ont été démentis par les faits, puisque, contrairement à ce que le maréchal Pétain avait pensé, à ce que Pierre Laval avait pensé, à ce que René Bousquet, le chef de la police, avait pensé, l'opinion publique n'a pas accepté cette distinction entre les Juifs étrangers et les Juifs français. Elle a été choquée qu'on arrête des familles, même si ce sont des étrangers. Leurs enfants sont français, ils vont à l'école avec nos enfants. Ça c'est pas passé. Donc ça, là-dessus, ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. Et donc, ce qui fait que Laval a dû dire aux Allemands, je suis désolé, j'ai mon opinion publique contre moi. Donc, je ne peux pas vous donner autant de Juifs que je voudrais. Il dit on ne peut pas en donner autant que dans un Monoprix ou dans un supermarché. C'est pas un Monoprix. On prend tous les Juifs qu'on veut. Parce que Laval, évidemment, et comme Bousquet, est toujours en train d'imaginer le bénéfice politique qu'il va pouvoir tirer
de cette livraison. C'est une des différences, à votre sens, entre Laval et Pétain, c'est que Laval, effectivement, voyait plus sur l'aspect politique, alors que Pétain était, on va dire, plus vieux, forcément. Il voyait peut-être un autre aspect. Pétain, il est un peu largué, pour utiliser j'allais pas dire cette expression-là, un langage mais trivial. vous pouvez, ouais. D'abord, il est mis de côté d'un point de vue gouvernemental, puisque depuis avril 1942, c'est Laval qui a vraiment tous les pouvoirs. Il est chef du gouvernement. Ce n'était pas le cas avant. Avant, le dauphin du maréchal Pétain, l'amiral Darlan, et avant lui, Laval, n'était que vice-président du Conseil. Pétain il était chef de l'État, il était à la tête du gouvernement. Là, Laval est à la tête du gouvernement et il a tous les pouvoirs. Il est ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Propagande. Il a toutes les manettes. Donc Pétain, le rôle qu'il joue est un rôle fondamental malgré tout, parce que c'est un rôle de caution morale. C'est-à-dire que si on n'a pas l'aval, sans faire de jeu de mots, du maréchal Pétain, ça ne peut pas marcher. Ça n'avance pas. On peut pas, voilà. Et le fait est que le maréchal Pétain a donné son aval à cette décision criminelle qui a été prise par Laval. Et c'est une décision criminelle. La preuve en est que le 3 juillet 1942, en Conseil des ministres, Laval n'ose pas dire à ses collègues qu'il a déjà pris la décision la veille, avec René Bousquet, de livrer aux Allemands le nombre de juifs étrangers qu'ils veulent. Et donc il ment. Il ment en disant « je vais faire un recensement, on va distinguer les juifs étrangers des juifs français ». Et le maréchal Pétain dit « cette distinction est juste et sera comprise de l'opinion ». Voilà. Il a suffi qu'il dise ça pour que, hop, il enclenche et que Laval dise « ben voilà, le maréchal Pétain m'a dit, on va sauver les juifs français ». Et voilà. Donc, Pétain, il a quand même un rôle majeur, parce que sans lui, ça ne peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Et on ne peut pas être obéi des préfets de zones qui sont quand même gênés. Dès juin 1940, on voit, quand est promulgué le statut des Juifs, on voit les annotations de Pétain, on les connaît depuis une dizaine d'années, on voit les annotations de Pétain sur le texte qui renforcent toutes les mesures antisémites, et ces mesures concernent essentiellement les Juifs français. Donc il y a quand même un vieux fond d'antisémitisme chez Pétain pour aggraver ce qu'étaient les premières moutures du statut des Juifs. Absolument. Alors évidemment, en 1940, on ne sait pas qu'il y aura c'est le premier arsenal législatif en 1940, avec le statut des Juifs. Voilà, mais l'idée de Vichy, dès 1940, est très claire en fait. Et on comprend ce qui va se passer plus tard à la lueur de ce qui se passe en 1942. Les Juifs français sont les seules cibles du statut des Juifs. Le statut des Juifs vise les Juifs français. Donc l'idée de Vichy et du maréchal Pétain, c'est que les Juifs français deviennent des sous-citoyens. C'est le statut des Juifs, c'est cette logique d'exclusion que le maréchal Pétain, en effet, va porter assez loin, parce que c'est lui qui va prendre l'initiative, d'une part, d'élargir les interdictions dans l'enseignement à tous les enseignants, à tout le monde. Pas simplement les chefs d'établissement, ou voilà, c'était ça au départ la première mouture. Donc voilà qu'il y a un effet par l'initiative du maréchal Pétain, mais aussi restreindre au maximum les dérogations possibles. Au départ, c'était un peu plus large que ce qui va finir par être une vingtaine de dérogations au total. Claude Lévi-Strauss, Marc Bloch, Jacques Rueff, enfin un certain nombre de grands noms. Donc on voit que l'exclusion concerne les Juifs français, mais dès octobre 1940, il y a l'idée que les Juifs étrangers doivent être refoulés. Et donc, on les interne dès octobre 1940. Donc, on voit que les prémices de ce qui va se passer en 1942 sont déjà là. Sont déjà là en 1940. Ce que vous dites aussi, Laurent Joly, dans l'épilogue, la spécificité de la France par rapport à d'autres pays européens, c'est aussi la manière dont les Juifs étaient intégrés en France, et dont les Juifs se sentaient français, cet héritage républicain aussi, si typique à la France, qui faisait l'intégration et la fierté des Juifs d'être français. Oui, alors dans l'épilogue, je reviens à la suite de Jacques Semelin. Donc il y a l'épilogue de Jacques Semelin et la conclusion. Et Jacques Semelin, effectivement, revient sur l'ensemble des facteurs qui expliquent la survie des Juifs. Parce que vous savez qu'on avait un peu reproché à Jacques Semelin de trop insister sur le sauvetage, l'entraide. Et là, il a reconsidéré dans un livre suivant, La survie des Juifs, paru à CNRS Éditions. Et puis dans cet épilogue qui est vraiment d'un très haut niveau, qui est extrêmement éclairant, sur l'ensemble des facteurs, que effectivement, la tradition républicaine a joué. Alors, pas simplement parce que c'est beau, la tradition républicaine, et que ça a permis aux Juifs de s'insérer mieux dans la République, c'est que ça a été un garde-fou par rapport à la persécution. En France, il était beaucoup plus difficile, par exemple, de ghettoiser les Juifs, ou de les astreindre. Ils étaient un peu partout, en fait, en France. Ils étaient un peu partout, et surtout, ils ne s'étaient pas assignés
comme c'est le cas dans d'autres pays en Europe, vous allez dans des pays d'Europe de l'Est, ou même aux Pays-Bas, on voyait que la plupart des Juifs, ils étaient dans les listings des communautés religieuses. Là, ce n'est pas le cas en France. À Paris, vous allez au consistoire, vous trouvez qu'un petit pourcentage de Juifs de Paris qui sont inscrits sur les listes du consistoire. Par contre, ils étaient sur les listes des commissariats parce qu'ils ont été se signaler quand on leur a demandé de se signaler. Exactement. Ouais. Ils sont fichés. Mais il n'y avait pas Donnecker, le responsable des affaires juives de la Gestapo, quand il arrive, il ne sait pas comment faire pour essayer de créer une association juive obligatoire. Ouais, ils obéissaient à la loi française finalement, mais n'allaient pas au consistoire pour... Ils n'étaient pas tous religieux, loin de là. Non, il y avait beaucoup de communistes. Et donc c'est toute cette variété-là des juifs de France qui fait que, d'ailleurs, c'est difficile de parler de communauté juive en 1940. Vous avez des immigrés, vous avez des Israélites, comme on disait. Et donc, c'était assez insaisissable. Et ce facteur-là est fondamental parce qu'au moment des rafles, en 1942, la situation des Juifs de France ne sera pas du tout la même qu'ailleurs. C'est-à-dire que les gens sont encore à leur domicile d'avant-guerre, encore dispersés, encore là, et pas dans des quartiers juifs, pas dans... Voilà. Et ça, c'est ce qui explique aussi, en grande partie, pourquoi, dès la première grande rafle, la rafle du Veldiv, les 2/3 des gens, ça j'avais montré dans un livre précédent, ont échappé aux arrestations. Gérard, il y a un cas qui est intéressant aussi, mais ça vous ne l'évoquez pas dans votre livre, c'est ceux des Juifs qui ne se sont pas déclarés en septembre 1940 aux autorités allemandes. Je n'ai pas vu de travaux sur ce sujet, c'est assez difficile à étudier, mais ceux-là ont été, dans la quasi-totalité des cas, pour ce qu'on sait, sauvés, puisqu'ils n'étaient pas inscrits comme juifs. Et c'était souvent... Alors, les juifs étrangers, c'est plus compliqué, mais des juifs français qui n'y sont pas allés et qui ont été sauvés grâce à ça. On peut estimer ça à peu près à 10% à vue de nez de la population juive. Oui, alors ça, c'est vous touchez du doigt un point de la recherche qui est en cours. Il se trouve que je suis en train de mener une recherche sur la traque des juifs à Paris. De 42 à 1944, donc toutes les arrestations individuelles, il y en a eu plusieurs milliers. Et à partir des rapports d'arrestation d'une police dont on a gardé tous les rapports d'arrestation, ça s'appelait la section d'enquête et de contrôle, c'était le bras armé du commissariat général aux questions juives. Je n'ai pas encore fait ce travail-là, mais essayer d'estimer parmi les gens arrêtés qui... Et c'est mentionné, qui était, parce que sur dénonciation, il y a des gens qui ont été arrêtés, hop, il n'est pas recensé. C'est pas déclaré. Je pourrais avoir l'estimation et effectivement savoir, est-ce que le fait de se recenser ou pas donnait plus de chances de survie. La logique veut que ce soit le cas, mais les travaux de Nicolas Marieux et de Claire Zalc sur les Juifs de Lens montrent que, alors évidemment, ils ont peu de personnes, donc c'est peut-être pas encore assez valable d'un point de vue statistique, mais eux arrivent plutôt à une conclusion inverse. Et il valait mieux ne pas être recensé, ne donnait pas forcément plus de chances de survie. Donc voilà, c'est vraiment une question pour les Juifs de Paris, parce que là, pour le coup, on a 150 000 qui ont été recensés, effectivement, entre 5 et 10% qui n'ont pas dû le faire. Quid de ces 5-10% qui ne se sont pas recensés? Et ça, c'est une vraie et belle question de recherche. Et ça sera le prochain livre. Ça sera pour le prochain livre. Exactement. Sur l'antisémitisme, un point. En 1938, il y a un sondage de Gallup qui montre que 50% des Français sont antisémites ou ont des préjugés antisémites. Aujourd'hui, on en est à 25, même si ça a monté aux alentours de 25. En 1946, un autre sondage Gallup montre le même pourcentage d'antisémites. Mais, entre-temps, c'est passé ce qui s'est passé avec l'opinion qui réagit aux rafles. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu ça dans 2 livres, les mémoires de Maurice Gerson et les mémoires de Galtier-Boissière, le patron du Crapouillot. Tous les deux sont antisémites avant-guerre. Tous les deux plaignent les Juifs en 1942 quand ils sont raflés avec leur famille, etc. Et dès 1944, tous les deux repartent sur leur antisémitisme traditionnel. C'est assez intéressant de voir que même l'opinion qui peut être antisémite a réagi négativement au rafle de 1942. Absolument. Vous avez un rapport des RG du 17 juillet 1942 à Paris, c'est-à-dire le deuxième jour de la rafle, qui dit exactement ça. La population parisienne est antisémite, mais elle n'accepte pas ces arrestations parce que ça vise des femmes, des enfants. Ça choque.
Alors, ce qui est extrêmement important aussi, et qu'on comprend bien à travers les différents travaux d'historiens, ce que je disais au début de l'émission, ils se recoupent, ils se complètent, et puis l'un, effectivement, peut expliquer l'autre quand on les lit tous. C'est cette première période de 40 à 42 et le basculement, et dans l'opinion publique, et au sein du gouvernement, après ces rafles de 42. Et il y a cette fameuse lettre de Monseigneur Saliège, puisqu'il est beaucoup question aussi dans le livre de la position de l'Église. Je voudrais qu'on l'écoute. Cette lettre, elle est lue par des scouts juifs et des scouts chrétiens. Mes très chers frères, il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. Ils viennent de Dieu. On peut les violer, il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau. Que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans les églises n'existe-t-il plus? Pourquoi sommes-nous des vaincus? Seigneur, ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour la France. Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et de Recébédou. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères, comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. France, patrie bien-aimée, France qui porte dans la conscience de tous tes enfants la tradition du respect de la personne humaine. France chevaleresque et généreuse, je n'en doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs. Recevez, mes chers frères, l'assurance de mon respectueux dévouement. La lettre donc de Monseigneur Saliège, lue par des scouts juifs et catholiques, et à la fin par un évêque. Laurent Joly, cette lettre qu'on connaît tous, mais c'est vrai qu'elle est particulièrement forte quand on l'écoute lue comme ça, c'est un basculement? Ah oui, c'est absolument un basculement. D'abord, les mots sont très forts, très simples, enfin, c'est vraiment basique. C'est la morale commune de la population française qui est traduite en mots. Et c'est un basculement parce que c'est la première fois que s'élève une voix d'opposition publique dans toute l'histoire du régime de Vichy. Et pour le régime de Vichy, c'est un coup dur. Et d'ailleurs, René Bousquet va tout faire pour empêcher la diffusion de cette lettre. Il va faire convoquer le préfet, qui va lui-même convoquer les maires du diocèse de Toulouse pour empêcher la diffusion de cette lettre. Et ce qui fait que le cardinal Saliège, il n'est pas encore cardinal, pardon, le Monseigneur Saliège, va insister pour que la semaine d'après, la moitié des curés qui n'ont pas osé donc il va y avoir une diffusion très large et qui va être mondiale de cette lettre, qui va être suivie d'une protestation publique du cardinal Gerlier. Donc le cardinal Gerlier, si vous voulez, c'est le chef de l'Église de France, c'est le primat des Gaules. Et là, ça prend un effet vraiment national, et ça oblige le Pierre Laval à revenir en arrière, parce que dans la suite des accords entre Bousquet et la police allemande, l'idée, les Allemands étaient très clairs, ils ont dit d'abord les Juifs étrangers. Bousquet a dit, bon, d'accord, les Juifs étrangers, mais on va aussi vous donner les naturalisés. Donc les Juifs qui étaient devenus... Oui. Ils devaient suivre, et on devait même aller au-delà de l'accord initial qui était de 40 000 Juifs, on devait monter jusqu'à 80 000. Et là, le fait qu'il y ait eu ce coup d'arrêt, ça a empêché qu'on aille plus loin à l'automne 1942. Alors les chiffres sont quand même absolument énormes. Oui. C'est-à-dire qu'en moins de 2 mois, on a livré 36 000 Juifs. C'est-à-dire que la moitié des Juifs sont partis, malgré tout dans cette séquence terrible, mais malgré l'énormité du crime, ce crime a été ralenti vraiment directement par l'effet de ces protestations. L'article de Wolfgang Seibel, qui est un politologue allemand, qui a fait une admirable synthèse sur cette question des effets. Il a toute une réflexion sur les effets politiques d'un acte moral. Là, on est vraiment là-dedans. Comment une protestation morale peut avoir des effets politiques?
concret. C'est vraiment ce qui s'est passé avec la protestation de Saliège puis de Gerlier. Ce qui est frappant, c'est que le cardinal Suard, en zone nord, envoie une lettre à ses curés, mais c'est pas public. Les seules protestations publiques viennent de la zone sud, qu'il s'agisse de celle de Saliège à Toulouse, de Théas à Montauban, du cardinal Gerlier, l'archevêque de Marseille, Monseigneur Delay. Les protestations publiques viennent toutes de la zone sud. En zone nord, il n'y a pas une protestation publique. Alors, vous touchez un point qui est délicat parce qu'effectivement, pourquoi cette différence entre les deux zones? Est-ce que c'est dû à la personnalité des prélats en question? Il est vrai que Suard est un homme timoré. Il a été élu archevêque de Paris un peu par défaut, parce que son prédécesseur était mort subitement en début 40, Verdier. Gerlier était candidat, c'est pas lui qui a été retenu. Donc il y a un problème de personnalité. Suard, en plus, était quelqu'un qui a... Mais il y a aussi le fait qu'on est en zone occupée, et que la pression allemande, évidemment, là, pas la même. Suard, il a été quand même interné en 1940, plutôt assigné pendant 2 ou 3 jours. En juin 40, ça fait quand même son petit effet sur un vieil homme qui est fatigué, qui est un peu peureux, qui aussi, c'est une différence avec d'autres de zone sud, il est assez séduit par Laval. Il est persuadé que Laval est le sauveur de la France. En 1942, il écrit dans son journal. Donc voilà, c'est pas l'homme de la situation. Voilà. Donc, quel que soit le contexte, on voit bien que par rapport à Gerlier, il n'est pas de taille. Donc c'est tout ça qui explique le fait que Suard n'ait pas fait ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire une protestation publique. C'est ce qui est écrit par l'un des historiens, effectivement, dans ce chapitre, l'Église et Vichy. Ils disent, on ne peut dire en aucun cas que le gouvernement de Vichy ait sauvé la plus grande partie des Juifs vivant en France. C'est bien plutôt l'Église, et même pas l'Église en tant qu'institution, mais seulement quelques-uns de ses dignitaires influents qui concoururent de manière décisive à la neutralisation de la logique de la collaboration dans le domaine de la persécution des Juifs. La question, elle s'impose, elle est terrible, évidemment, Laurent Joly. Que se serait-il passé si Monseigneur Saliège ou d'autres plus courageux avaient dit la même chose ou avaient pris la parole en 40 au moment du premier statut des Juifs? Ah, alors là... On ne peut pas le dire, on est d'accord. C'est pas qu'on ne peut pas le dire. Si, on sait ce qui s'est passé. On peut le dire, mais l'Église n'était pas contre les discriminations concernant les Juifs. Donc c'est ça qu'il faut dire. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Depuis le concile de Latran, je crois, de 1215 ou 1225, j'ai oublié, les mesures contre les Juifs sont admises par l'Église. Il y a une chose qui n'est pas admise par l'Église, c'est de tuer les Juifs. Ça, non. Ils peuvent être discriminés, ils peuvent être relégués, mais ils ne peuvent pas être tués parce qu'il faut qu'il y ait des témoins qui montrent que ceux qui n'ont pas reconnu la divinité de Jésus sont des gens qui ne méritent pas grand-chose. Mais il faut qu'il y ait des témoins, donc on ne les tue pas. Et par certains côtés, Saliège reste dans cette logique. Ça reste la doctrine de ce qu'on appelle du double protectorat. C'est-à-dire que d'un côté, l'Église considère que l'État doit se protéger des Juifs, mais de l'autre, les Juifs doivent être protégés contre les brimades physiques. Donc on voit qu'un Gerlier, par exemple, est vraiment dans cette logique-là, parce que Gerlier, c'est un peu la même parenthèse dont vous parliez tout à l'heure à propos de Maurice Garçon et de Galtier-Boissière. C'est que Gerlier, il n'a pas joué un rôle fameux au moment de l'affaire Finali. Il est revenu à des préjugés antisémites assez facilement après la guerre, auquel il a finalement jamais renoncé. Mais il s'est bien conduit en 1942 parce qu'il en allait... Aussi, Gerlier était un politique et il voyait que l'opinion publique, c'est-à-dire en grande partie catholique, ne pouvait pas accepter ça et que l'Église devait faire quelque chose. Donc on voit qu'il a aussi pris en compte, Gerlier, ce qui était le sentiment de l'opinion catholique qui voyait bien que ça choquait. Et il a donc suivi Saliège, parce que Saliège traduisait ce que les gens ressentaient profondément. Est-ce que les gens ont ressenti, effectivement, après les rafles de 42, ce qu'on disait, les femmes, les enfants, etc. Alors, il y a plusieurs chapitres sur le rôle de l'Église et Vichy. Il y a certains rappels aussi. Et il y a évidemment ce qui s'est passé après, la fameuse conférence des évêques avec la repentance. Ça, c'est pour la partie Église. Et ensuite, évidemment, le fameux discours de Jacques Chirac
sur lequel vous revenez et vous réexpliquez ce qu'on disait aussi un petit peu au début de l'émission, qu'il y a eu à un moment donné 2 historiographies différentes finalement après la guerre, celle de la France et celle des historiens ou de la communauté juive, hein, je schématise, qui se sont rejointes finalement un petit peu plus tard et qui aujourd'hui, Laurent Joly, travaille de concert. Il n'y a plus de débat là-dessus? Non, il n'y a plus. Ce qui est frappant dans la progression de ce savoir scientifique sur la persécution et l'extermination des Juifs de France, c'est que c'est un savoir qui s'est constitué très tôt au sein du Centre de documentation juive contemporaine. Et ces grands historiens, Joseph Billig, Léon Poliakov, Georges Wehler, c'est Serge Klarsfeld qui est l'héritier de cette école-là. Et ce savoir-là a convergé avec le savoir scientifique, on va dire académique, pour constituer un savoir scientifique qui prend en compte ce point de vue-là, cette voix juive, pour parler comme Philippe North dans un livre récent, vers quelque chose qui fait qu'entre l'université, le monde culturel, le monde politique aussi, il y a une forme de consensus qui s'est créé, qui a cheminé jusqu'au discours de Jacques Chirac en 1995. Oui, parce que l'opinion publique, après la guerre, n'était pas prête à recevoir le message de l'extermination des Juifs. Ou alors, quand elle la recevait, c'était la faute des Allemands. Mais de toute façon, les Juifs étaient des victimes. Or, l'époque était à l'héroïsme, aux résistants, beaucoup plus qu'aux victimes, dans les années 45, 55, 60. Les Juifs se sont laissés mener comme des moutons à l'abattoir, disait-on. Donc ça, on l'a entendu sans arrêt. Les révoltes du ghetto de Varsovie, des autres ghettos à l'Est, n'étaient pas connues. Et puis, des victimes, bien sûr, il y avait les Juifs, mais il y en avait plein d'autres. Dans chaque famille, il y avait un prisonnier, il y avait un fusillé, il y avait un déporté politique, etc. Il y avait beaucoup d'autres victimes. Donc tout ça faisait que les voix juives qui se sont fait entendre dès le début. Moi, j'ai un homonyme, Julien Inger, qui en 1946 a fait un livre qui s'appelait « De sang et d'or », qui racontait les massacres dans les camps d'extermination. Il est passé complètement inaperçu. Il a fallu tout le travail à la fin des années 60, tout le travail de Klarsfeld et ensuite tous les travaux de Marus, de Paxton, etc., puis les vôtres, pour montrer ce qui s'est réellement passé. Si vous me permettez, Gérard Inger, vous avez juste quelques années de plus que Laurent et moi, vous me permettez de vous demander comment est-ce que vous avez appris finalement l'histoire à l'école, au collège. Mon père était déporté à Auschwitz, il en est revenu, donc il a commencé à me parler de tout ça dès l'âge de 10 ans. Mais mes grands-parents maternels, eux, s'étaient cachés en zone sud. Et quand ils sont revenus, par rapport à ce que vous disiez sur les locataires d'immeubles, ils étaient locataires d'un 3 pièces au 40 rue de Flandre. Dès qu'ils sont arrivés, les locataires entre 42 et 44 sont partis quasiment en courant. Donc, on a tous les cas. Moi, je l'ai su très tôt, mais ça n'était pas audible en dehors de la communauté juive. On parlait sans arrêt, mais ça n'était pas audible par le reste de l'opinion. Des amis de mon père avaient été déportés à Pithiviers. On allait à des cérémonies à Pithiviers. Il n'y avait pas un officiel pratiquement. Il n'y avait que les Juifs et les victimes. Donc c'est tout. Donc ça n'est venu. Vraiment, ça n'est venu que par le livre de Tillard, La rafle de 42, le film de Mitrani, Les Guichets du Louvre, en 74. Moi, j'ai vu des amis. Vous parlez du film de Le Chagrin et la Pitié aussi. Oui, il y a Le Chagrin et la Pitié. Il y a eu le film de Mitrani. Moi, j'ai vu des amis découvrant que c'était des Français qui avaient arrêté des Juifs. Ils étaient persuadés que c'était des Allemands. Et derrière, il y a eu tout le travail dans les manuels scolaires. C'est pour ça que je vous posais aussi la question sur les manuels scolaires les manuels scolaires à l'époque, moi j'étais en terminale dans les années 60, donc on parlait de l'extermination des Juifs. C'est la Gestapo. Oui, mais le massacre et les exterminations de Juifs, c'était les Allemands. Vichy n'était pas cité une seule fois. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est assez dingue. Qu'est-ce qui a fait ces travaux-là, vous le dites, Laurent Joly, mais c'est aussi l'acceptation au fur et à mesure de l'État français, de la reconnaissance des crimes de Vichy? Oui, il y a ça, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les années 50-60, il y a un autre combat qui
qui était considéré comme beaucoup plus important pour les intellectuels juifs, les historiens juifs comme Léon Poliakov, comme Sol Friedlander, comme Elie Wiesel. C'était que l'Église reconnaisse qu'elle avait une part dans ce que Jules Isaac appelait l'enseignement du mépris. C'était ça l'enjeu. Et si on ne voit pas ça, on ne comprend pas pourquoi finalement la question de Vichy et de la France était jugée périphérique. Quand Léon Poliakov publie Le Bréviaire de la haine, Vichy, ça ne l'intéresse pas. Il y a un enjeu beaucoup plus important. C'est l'Église, c'est le Vatican. Mais ça ne va arriver qu'en 97, la repentance, la conférence des évêques de France, c'est 97. Ça, il y a quand même des déclarations. Il y a Vatican II, on revient sur le juif perfide. C'est presque un combat théologique. Et l'importance de ce combat-là, et ce combat-là, les juifs l'ont gagné. Ça a été dur, ça a été long. Rappelons-nous le combat du grand rabbin Kaplan en affaire Finali. Bien sûr. La conférence de Seelisberg. Enfin, tout ça, c'est des combats difficiles, avec des dialogues complexes, avec des intellectuels chrétiens. Et ça, ce combat-là, il était gagné dans les années 60. Et ce qui fait que la France, Vichy, c'est venu après, dans une seconde étape. Il y a un combat, finalement, que les historiens ont gagné aussi, du moins on l'espère, mais en même temps, nous sommes juste un an après l'élection présidentielle, et vous parlez effectivement au début dans l'introduction d'Éric Zemmour et de ses positions. Est-ce que franchement, vous auriez imaginé qu'un tel retour en arrière par un candidat à l'élection présidentielle, je ne parle pas des thèses habituelles, révisionnistes, etc., puisse trouver autant d'impact dans une partie de l'opinion française? Alors, je ne sais pas si elles ont de l'impact, en tout cas, on les entend. Oui. Voilà. On les entend, on les débat, on les repose de nouveau. C'est vrai que pour les spécialistes, moi ça fait 25 ans que je travaille sur ces sujets-là, et on m'aurait dit quand j'ai commencé ma thèse il y a 22 ans qu'il y aurait un jour un homme politique français qui tiendrait ce genre de propos, ça aurait paru totalement absurde. On est d'accord. Parce que c'est tellement en contradiction. Ce que ce livre montre, c'est qu'il y a un savoir scientifique qui s'est construit, qu'il y a une école qui n'a jamais été aussi riche, avec de travaux. Et malgré ça, vous avez un histrion qui arrive et qui vous dit tout ça c'est la doxa, tout ça c'est le mensonge, c'est pas vrai. On considère plus, enfin certains ne considèrent plus l'histoire comme une science. Vous répétez depuis plusieurs fois et vous avez raison de le dire, les recherches scientifiques et de... C'est certain, effectivement, on redébat. Mais ça, c'est l'ère du temps qui, effectivement, avec des vérités parallèles, avec les réseaux sociaux, et une remise en cause du savoir scientifique, c'est dans tous les domaines. Tout ça sur fond de montée des nationalismes, où on a un peu partout des réécritures de l'histoire à des fins nationalistes. Zemmour, il n'est que la variante française d'un phénomène mondial, international, qui est le nationalisme. Gérard Ginguet. Non, je ne suis pas sûr que Zemmour ait fait son score plus bas que ce qu'on pouvait craindre. C'est vrai. Qu'il ait fait son score sur Pétain, sur l'affaire Dreyfus, etc. Non, il ne l'a pas fait là-dessus. Non. Il l'a fait sur la xénophobie, la haine des Arabes et des musulmans. Donc, c'est pas là-dessus qu'il l'a fait. Mais c'est vrai qu'il faut continuer l'effort qui a été fait par les manuels scolaires, par les programmes, pour bien montrer ce qu'est Vichy. La déclaration très forte du président de la République en 1995, tout ça a marqué quand même l'opinion et continue à la marquer, mais il ne faut jamais relâcher les efforts d'information et d'éducation. Il y a encore beaucoup alors là, il y a quasiment 600 pages, La France et la Shoah, édition Kelman-Lévy, sous votre direction, Laurent Joly. Il y a encore beaucoup de recherches en cours, beaucoup de domaines non explorés. Il y a tous ces chapitres sur les sujets qu'on croyait connaître et qui sont extrêmement bien approfondis. Il y a ces chapitres plus particuliers, comme on l'a dit, sur l'immobilier, sur les prisonniers aussi, et c'est extrêmement intéressant. Il y a encore beaucoup d'autres domaines comme ça à explorer encore. Oui, par exemple, la question de la résistance des Juifs, c'est une question qui est en cours de renouvellement. René Posanski prépare un livre important sur le sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui a été délaissé par la recherche, vous l'avez signalé à raison. Donc ça n'apparaît pas très très peu dans ce livre. De manière générale, la question de la stratégie des victimes, Jacques Semelin a fait un livre important, mais on peut encore creuser ces questions-là. Il y a des travaux en cours sur la question des appartements. Le chapitre en question d'Isabelle Bacouche, de Sarah Jean Burger, d'Éric Le Bourris, c'est une première étape de ce qui va être un livre de recherche. La question de la traque,
individuelle des Juifs, les arrestations individuelles, pas mal de travaux en province. On peut encore continuer à creuser ça. Moi, j'ai le chantier parisien, qui porte quand même sur plusieurs dizaines de milliers de Juifs qui se cachent, qui sont trouvés ou pas, comment ça se passe concrètement, qui est recensé ou pas. Enfin, voilà, il y a encore du pain sur la planche. Il y a même d'autres travaux encore. Sur les justes, moi j'aimerais bien voir une typologie des justes. Je ne sais pas si le travail a été fait, mais je n'ai rien lu là-dessus. Beaucoup étaient chrétiens, indéniablement. Est-ce qu'à gauche, il y a eu le même soutien ? C'est pas tout à fait certain. Il y a eu des soutiens, mais est-ce que c'était pas plutôt la résistance qui comptait et le sauvetage général que le sauvetage des Juifs en particulier? Donc, la typologie politique sociale des justes serait intéressante à faire. Oui, alors on a les travaux de Sarah Jean Burger, mais qui sur les justes, mais en termes de politique mémorielle. Il y a les travaux de Patrick Cabanel, qui sont très importants, parce qu'il a fait un livre sur les justes qui montre qu'en fait, on ne devient pas juste par hasard. Ça, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a une surreprésentation d'individus qui étaient déjà actifs dans des réseaux humanitaires. Donc on montre que c'est pas juste un réflexe spontané de faire le bien, ça s'inscrit dans certaines logiques sociales. Aussi, parfois, ouais. Donc voilà, il y a encore des travaux à mener sur la répression des Juifs en province, en zone occupée. Là-dessus, c'est encore assez peu connu. Alexandre Doulu a fait une thèse importante qui montre que c'est en province, zone occupée, que les Juifs ont été en proportion bien plus arrêtés qu'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe dans ces villes de province qu'on connaît encore assez peu, Angoulême, Rennes, pour que les Juifs étaient davantage exposés qu'ailleurs. Il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a plein de choses encore. Bon. Une anecdote, un ami de mes grands-parents s'était caché dans une cabane des Pyrénées. Il n'a connu la fin de la guerre que quelques mois après qu'elle ait eu lieu. Donc, c'est un peu le cas des Japonais. Il y avait eu un film. Donc, il y a eu des cas étonnants. Ce qui m'a frappé aussi, c'est les 40 000 Juifs à Paris, qui, à partir de 42, qui sont restés à Paris. C'est incroyable. Et qui portaient les toiles jaunes. Certains qui portaient les toiles jaunes. Cachés pour certains, mais pas tous. Donc, on voit bien les différences de situation qui sont considérables. Oui, Paris, alors là, si j'ai 30 secondes, c'est vraiment mon dada, c'est mon terrain de recherche privilégié. C'est vraiment quelque chose d'unique en Europe de l'Ouest. Il n'y a pas une grande ville en Europe nazie où il y ait encore autant de Juifs que Paris. Donc Paris, c'est vraiment une question qui permet de brasser tous les sujets qui nous intéressent. La stratégie allemande. Pourquoi on ne s'en prend pas aux Juifs alors qu'ils sont fichés ? On en a encore 30 000 fichés en 1944. Et pourtant, on va les laisser. Les arrestations individuelles, les stratégies des Juifs, ceux qui se cachent, ceux qui ne se cachent pas. Je trouve que là, c'est vraiment un terrain pour bien comprendre la spécificité française de la solution finale. À la fois 74 150 Juifs qui ont été déportés, la moitié de Paris, et plus de 200 000 qui ont survécu, au moins 50 000 encore à Paris à la fin de la guerre. Bien, ce sera probablement l'objet d'un prochain livre. Merci beaucoup, Laurent Joly. La France et la Shoah, Vichy, l'occupant, les victimes, l'opinion. C'est à acheter, à lire absolument. C'est aux éditions Kalman Lévy. Gérard Ringer, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Vous partez pour Varsovie demain, comme redit Saada, et vous allez nous faire vivre ces commémorations des 80 ans du soulèvement du ghetto. Semaine spéciale sur RCJ qui continue dans un instant. Je vois de l'autre côté de la vitre qu'elle est arrivée. Régine Friedman, qui sera accompagnée de sa sœur Nathalie Kretz, toutes deux. Régine Friedman avait écrit un ouvrage très célèbre, j'avais 8 ans dans le ghetto de Varsovie, également le témoignage d'une autre survivante du ghetto, Larissa Ken. C'est dans un instant, restez avec nous, on se quitte avec une respiration musicale évidemment de circonstance. Sag nicht keinmal, als du gehst den letzten Weg, Chotsch Himmeln bleiene verstellen bläue Tag. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor, se wird abbeugt und unser Trott, wir seinen da. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor, se wird abbeugt und unser Trott, wir seinen da. Von grünem Palmenland bis Land von weißen Schnee,
Wir kommen an mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Ruhe, unser Mut. Und wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Ruhe, unser Mut. Es wird die Morgensonne begilden uns dem Heim, und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Noch euch versammeln wird die Sonne und der Kajor, wie a Parol soll gehen das Lied von dort zu dort. Noch euch versammeln wird die Sonne und der Kajor, wie a Parol soll gehen das Lied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blut. Es ist nicht kein Lied von noch Regen auf der Front. Doch Gott auf unsere Wischen fallen in die Welt. Das Lied gesungen mit der Gottes in die Welt. Doch Gott auf unsere Wischen fallen in die Welt. Das Lied gesungen mit der Gottes in die Welt. Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg, Choć himlen blajene verstellen bläue Tag. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor, es wird abheugt und unser Trott, wir seinen da. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor, es wird abheugt und unser Trott, wir seinen da.